Je vais immédiatement passer la parole à Corinne Savy, juste simplement puisque elle tient, je dirais, un rôle et elle incarne une figure qui était comme hier de la part de Marlène, une fonction qu'on a, dès le début de ce séminaire itinérant, souhaité avoir à nos côtés, c'est-à-dire un enseignant ou une enseignante-chercheur en ethnomusicologie, spécialiste ou non du domaine français, et qui joue effectivement ce rôle de modération, d'animation des rencontres. Donc, ce rôle a d'abord été tenu pour le premier séminaire à Villeurbanne par Anne Damon-Guillot, qui enseigne à l'Université de Saint-Étienne. Ensuite, donc Marlène, c'est, si je puis dire, dépensé sans compter pour les 2 réunions dans sa région, qui est la Nouvelle-Aquitaine, mais elle a aussi eu la gentillesse de faire en quelque sorte la transition pour hier après-midi. Elle passe ce matin le relais à Corinne, et nous nous sommes d'ores et déjà assuré la participation d'autres enseignants-chercheurs pour les séances à venir. Ce sera le cas de Talia Lopuit, Bachel Lopuit à Ambro début décembre, et pour les 2 séances dans le Grand Ouest, nous prévoyons de mobiliser, enfin, à dire vrai, le choix n'est pas encore complètement arrêté, ça dépendra un petit peu de la disponibilité, mais en tout cas, l'ethnomusicologie sera aussi avec nous, et on espère également s'attacher à la coopération d'Eva Guillorel, que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui est une historienne, une moderniste, mais qui a fait un travail magnifique sur les relations entre les archives judiciaires et la chanson traditionnelle autour des guerres bretonnes. Donc, elle a publié un maître livre qui s'appelle, si je ne me trompe pas, La complainte et la plainte, aux presses universitaires de Rennes, que je vous recommande. Je connais, je te l'avoue, Corinne, un peu moins ta bibliographie, mais je te laisse peut-être te présenter avant d'entreprendre cette seconde séance de notre séminaire Carcassonnette. C'est toujours un exercice délicat que de se présenter. Simplement, je dirais que voilà, je publie sous le nom de Corinne Fressinet-Savy. Je suis chercheur associée au RERA 21, l'Université Paul Valéry, ainsi qu'au Centre de recherche Irénus Paris-Sorbonne. Et j'enseigne en qualité de chargée de cours l'ethnomusicologie à l'Université Paul Valéry. Et justement, je voulais m'arrêter sur le terme d'ethnomusicologie, sur lequel Bernard Lorta-Jacob fait une proposition qui me semble intéressante et peut-être révélatrice des réflexions que nous avons menées ensemble hier. Il dit « À première vue, le mot est rébarbatif et bien pédant. Mais en pratique, les choses sont beaucoup plus simples. Un ethnomusicologue, c'est celui qui essaie de comprendre ce qu'est la musique dans la vie des gens. » Hier, à travers la problématique de la question vers le terrain, mais sur laquelle on va revenir aujourd'hui à travers les propos de Alain Servant et Laurent Cavalier, il a été question de l'approche ou de la rencontre de l'autre, se révélant souvent comme un cheminement de soi vers l'autre ou de soi avec l'autre. Et aujourd'hui, et peut-être c'est dans ce sens-là que vous prolongerez votre réflexion tous les deux et que nous allons mener ce travail ensemble, il s'agit d'évoquer le terrain, d'en parler en termes de sur le terrain, c'est-à-dire de l'expérience de ce qu'est la musique dans la vie des gens. Et ici, nous reprendrons un petit peu plus tard le programme en fait qu'on s'est imparti pour travailler ensemble cette matinée à partir de vos travaux de terrain respectifs. Donc, je cède la parole à Alain Servant. Qu'est-ce que je vais vous raconter, moi? Je suis de Saverdun, donc Alain Servant, de la plaine de l'Ariège. Voilà, donc j'ai vécu mon enfance là. Je suis moitié italien, même si ça ne s'entend pas, et moitié occitan, on va dire.
Donc, je peux vous raconter. Oui, je rencontre, alors, par rapport à la musique, hein, mon enfance, c'est, je vais à l'école à Saverdun, je fais les études. Dans ma famille, on parle, mon père parle occitan, mes grands-parents qui m'ont élevé aussi parlaient occitan. Et puis, ce que j'apprends plus tard, c'est que les instituts allaient trouver mon père, lui disait, Alain, hein, il faut en faire quelqu'un, il faut arrêter de lui parler. En fait, mes parents, ma mère étant italienne, on parlait français à la maison. Le problème ne se posait même pas pour moi, quoi. Par contre, j'ai vécu dans une ferme où on ne parlait qu'occitan. Les hommes, tous les hommes qui venaient travailler chez moi, tous les vieux qui étaient nés avant 1900, même qui étaient ouvriers à la journée, dans une grande ferme, parlaient occitan tout le temps. Je me demande même si je ne comprenais pas mieux mon père en or qu'en français. Voilà. Donc après, je fais les études, le lycée, etc. J'arrive à l'école normale. Et à l'école normale, mon professeur de mathématiques, c'était Michel Maffra, chanteur occitan donc. Et c'était le début où il se lançait. Il venait de faire ce disque vert, là, le premier disque avec Mario. Et donc, lui, il organisait des soirées occitanes. Et nous, on regardait, on y allait, on ne savait pas trop ce qui se passait. C'était le début du mouvement occitan. Je ne sais pas, Pierre Corbefin avait dû commencer des enquêtes, à faire j'entendais parler de Samatan, plus ou moins, tout ça. Mais moi, ça ne m'intéressait pas plus que ça. J'y allais parce que les jeunes y allaient et prenaient la guitare. Donc, on se faisait des soirées, ma femme à la guitare, puis après, il prenait l'accordéon, il nous faisait danser un peu. Voilà. Il y avait ceux du groupe folklorique qui venaient 2 fois. Et eux faisaient quelques danses. Voilà. Donc on regardait tout ça. Moi je n'avais dansé que le passe-doble. Et j'étais en train d'apprendre le rock. Voilà, à l'école normale. Et bon, passé ce moment, alors à cette époque-là, il y avait aussi des bals, les premiers bals là, avec un monde fou. À fois, il y avait 300, 400, 500 personnes qui dansaient les anciennes danses, tout ça. Et tout le monde se mettait plus ou moins à l'accordéon diatonique. Moi, j'ai mis longtemps pour en acheter un, j'ai dû y mettre 2 ou 3 ans avant de me lancer, quoi. Voilà. Il y avait Rosine de Peyre qui venait chanter aussi. Voilà. Et puis, il y avait des jeunes de mon âge qui étaient au cours d'occitan avec Delplat à Foix, qui avaient monté un groupe. C'était un groupe de jeunes. Mais bon. Et puis, je suis nommé dans les montagnes, donc en Alsace. Et là, je me dis, bon, finalement, tu as plus ce milieu que j'aimais bien, quoi, finalement. Tu vas aller au groupe folklorique, là, danser. Et puis, ça s'est raté. Ce soir-là, il n'y avait pas danse, tout ça. Après, j'ai été une année à Montségur, une année dans les montagnes de Moulis. Et là, je ne sais plus pourquoi. C'est pour l'accordéon. Oui, je m'étais acheté l'accordéon. Et donc, je rencontre Michel Rouge dans un stage à Kérigut. Et il me dit, eh bien, si tu veux apprendre, tu n'as qu'à venir avec nous au groupe. Là. Et donc, j'étais inscrit à la traverse au-dessus de Moulis. Et un jour, c'était un samedi, je finis ma classe, même pas, je la finis pas, les parents d'élèves arrivent, ils me disent arrête tout, on tue le cochon, tu es invité, donc la classe s'arrête à 11h30. Tu viens manger à la maison, là, on t'amène, d'ailleurs, on a la voiture, tu prends pas la tienne. Oui, mais je dis, ce soir, je dois aller voir Michel, là, au groupe folklorique. Te tracasse pas, la cousine, elle y va, on t'y amènera. Bon. Et le soir, ils ne m'ont pas amené au Birousan, ils m'ont amené au groupe folklorique à Ennemie, les Bêtes Malais. Donc, j'arrive aux Bêtes Malais, j'apprends un peu à danser, on me montre les danses. Donc ça devait être à peu près en 79, voilà. Donc, et finalement, après, on s'en va au café, je discute avec tous ces jeunes. Finalement, ils étaient en géologie à Toulouse et ils étaient amis avec mon cousin de Saverdun. Et je dis, bon, finalement, pourquoi revenir au Birousan? Tu verras bien, tu vas rester quelque temps avec eux. Et donc, j'apprends qu'il y a toutes sortes de danses et ils font des danses. Non, et je reste là avec eux. Et là, je dois dire que j'avais appris à danser le rock et tout ça, on se régalait. Mais les danses qu'on faisait au groupe, je trouvais qu'il manquait quelque chose, il manquait une âme, quoi. On les faisait, mais je ne sais pas, ça m'allait pas, quoi. Et parallèlement à ça, il y avait le QATP qui avait fait des enquêtes, donc de Cycle, Xavier, et il y avait des jeunes qui avaient monté d'autres groupes musicaux, et bien sûr, la plupart étaient enseignants comme moi.
Alors les uns s'intéressaient, Alain Chataille s'intéressait à la cornemuse, jouait bien de l'accordéon diatonique. Et alors lui, il me disait, mais t'es au groupe folklorique, là, tu crois que c'est ça que faisaient les anciens? Il mettait en doute, quoi. Voilà. Et alors Alain Chataille avait lu tous les publications du père Guicher, etc. Donc il amenait le bouquin à la maison, il disait, regarde, la danse en Bretagne, c'est ça, etc. Et donc nous, on n'était pas forcément portés là-dessus. Et par contre, on avait envie de jouer, d'être musicien, etc. Donc, et c'est lui qui a lancé. Alors au début, comment ça s'est fait? Alain Chataille allait sur le terrain et commençait à faire des enquêtes. Alors j'ai dit, moi je connais des vieux en sortie. Il me dit, oui, j'y suis allé, justement, on a fait un film, tout ça. Et donc moi je commençais à faire pareil, j'étais encore au groupe folklorique. Et puis au bout de quelques temps, quand il a vu que là-haut j'avais été institut, que je connaissais tout le monde et que j'avais les portes ouvertes partout, quoi, parce qu'en fait, j'avais passé un an instituteur dans les campagnes, mais j'avais appris à traire les vaches, faucher, euh, faire des paniers, enfin tout ce que j'apprenais, tout ce que les gens faisaient. Alors que chez moi à la ferme, en 60, on était déjà mécanisé, quoi. Il y avait les moissonneuses, batteuses et tout ça. J'étais à la ferme, moi, mais bon, je ne travaillais pas avec les ouvriers, quoi. Voilà. Donc je m'étais intégré complètement dans le paysage, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Oui, donc avec Alain Chataille, Alain dit, mais finalement, c'est aberrant, tu ne vas pas faire des enquêtes toi d'un côté, moi de l'autre, on n'a qu'à faire une association. Et on monte un groupe tous ensemble. Mais le but de ce groupe, c'était de faire de l'enquête, quoi. Alors on faisait du bal après, on reprenait les chansons et tout ça, faisait des concerts, mais c'était uniquement pour payer et pour avoir du fric dans l'association, pour se payer le système pour enregistrer, le marans pour faire les enquêtes, etc. Donc bon, on était un site, on était payé, on avait un peu d'argent, c'est nous qui payons tout, et on avait monté une association, on demandait une subvention, on n'en avait jamais. La seule fois on en a eu, une semaine après, le conseil général nous écrit que c'était trompé, qu'il fallait qu'on la rende. Voilà. Et à cette époque-là, donc, Alain parlait de Guicher et tout ça, mais on parlait aussi des ATP où, soi-disant, il y aurait des enregistrements anciens, tout ça. Bon, je dis, Alain, il faut y aller là-bas, il faut aller voir ce qu'il y a. Il me dit, tu parles. Il me dit, il vaut mieux qu'on fasse le travail sur le terrain plutôt que de perdre du temps à aller courir les musées. Et moi, quand même, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais voir Pierre, je dis, vous n'avez rien sur... Ah non, on n'a rien, pas de film, rien. Bon, je vais aux ATP et je tombe sur Monsieur Chérenaud, dont vous avez parlé hier, que je ne connaissais pas. Alors, je lui demande, je vais écouter, j'avais repéré après ce que je voulais, tout ça. Il me dit, non, je ne peux pas te faire écouter. Audition réservée. Je ne vous dis pas la colère que j'avais. Et moi, je ne savais rien, comment est organisée la recherche et tout ça. Alors, je croyais écouter la bourrée de Pichou, la bourrée de Pigaille et compagnie. C'est ça que je voulais. Et bon, donc, rien. Donc, je suis rentré. Ah, par contre, attendez, je suis allé, vous en avez parlé hier, à la Phonothèque. Il y a les ATP, mais il y avait le musée de la parole, ou je ne sais pas quoi, là. Voilà. Et là, j'ai écouté, alors j'ai eu les enregistrements de synthé, donc je savais qu'il y avait des choses qui étaient faites. Voilà. Bon, donc j'ai écouté. Voilà. Et après, rentrer au pays, finalement, bon, là, j'étais mûr pour le collectage. Donc, on commence les premières enquêtes avec Alain. Donc, magnétophone. Les PP, on les faisait parler un peu, et puis au bout d'un moment, ils racontaient leur vie. Ça, on le voit bien sur le deuxième tour de table. Oui, ok. Et j'ai deux questions pour préciser. Quand tu es lycéen avec Michel, avec Michel Lafrance, c'est en quelle année à peu près? Alors, l'école normale, j'ai eu le bac en 74, donc c'est l'année 75, et peut-être, oui, c'est l'année 75. Donc Michel, il avait eu un remplacement à faire, un peu à Mirepoix, je crois, et après on l'a mis à l'école normale. Il était tout jeune, hein, il avait 27, 28 ans. Et donc, Alain Chataille, oui.
Oui, et avec Michel aussi. Alors Michel, il avait fait, alors c'était par rapport à la langue aussi, il faisait un travail. On avait monté une pièce de théâtre, les marionnettes qui reprenaient les problèmes du pays, etc. quoi. Et en Occident. Alors oui, c'était à Nantes, oui. Et moi, à cette époque-là, bon, alors je le comprends. Et donc on écrivait cette pièce de théâtre. Je disais rien, moi j'étais là dans un coin, je les regardais faire. On écrivait les textes, alors, il y en avait qui avaient plein d'idées, tout ça. Et puis de temps en temps, je mettais mon grain de sel parce qu'il fallait traduire quelque chose, un truc comme ça. Quoi. Voilà. On s'était lancé aussi, ils voulaient qu'on fasse des pièces de théâtre. Bon, mais moi, j'étais pas mûr à cette époque-là pour faire tout ce travail. Quoi. Est-ce que le travail, je crois, dans cette région, juste à côté de Marinette Aristoff, était connu? Alors nous, on l'a découvert à ce moment-là. Quoi. Elle ne venait plus, elle ne venait plus dans les Pyrénées. Alors, je sais pas, il faudrait qu'on regarde le conservatoire, ils ont tout là, ils ont toutes les archives, je les ai regardées. J'ai eu des contacts avec Verdière aussi, qui a travaillé, qui filmait ou qui a gardé. Je suis allé le voir, Verdière. Voilà. Donc, à cette époque-là, je pense qu'elle avait déjà arrêté, parce que je crois que Pierre avait récupéré les enregistrements du pitch ou tout ce qu'il y a de l'enquête 54, et on a été les écouter. Donc, voilà, mais bien plus tard. Elle avait filmé aussi. Oui, il y a les films, je connais tout. Mais à ce moment-là, tu les as visionnés à ce moment-là ou pas? Oh non, je les ai récemment. Enfin, bon, vous savez que le disque. Enfin, c'est Michel Rouge qui me les a montrés le premier parce qu'il avait une cassette que Verdière lui avait faite. Donc, j'ai dû avoir ça assez tôt. En 4, oui, très rapidement, j'ai dû voir le film. Et même, je peux dire qu'il y avait des choses sur le premier film que je ne vois plus sur les copies qu'on a maintenant. Voilà. J'avais déjà repéré des pas, tu vois, où on enquêtait et tout ça. Donc, les films de Bête Mal, là, les derniers sont de 72 ou 73, parce qu'ils sont revenus à Bête Mal. Il y a eu les films de 54 et il y en a eu d'autres. Hein. Voilà. Et après, Marinette, moi, je ne l'ai pas connue, j'en ai entendu parler, et je ne l'ai jamais rencontrée. C'est Pierre qui... Puisqu'elle a vécu presque jusqu'au début du siècle. Gwenna, tu étais là quand elle a remis ses films au Conservatoire Occitan? Et tu l'as jamais rencontré? Non, c'est Pierre. Quand tu parles d'Alain Chataille, en fait, il avait donc commencé des enquêtes avant toi, mais c'était des enquêtes déjà enregistrées ou... Oui, alors, attends, parce que, attends, moi j'ai sauté un truc que j'ai pas dit aussi, là. Après, quand j'étais estive, ils sont venus me chercher, je suis allé à l'autre groupe. Mais avec les Bêtes Malais, il y avait les assises du folklore. Voilà. Donc je suis allé à Clermont-Ferrand, en Nantes, assister aux assises. Donc il y avait le vieux Gontard qui parlait, ils expliquaient qu'il fallait faire de la collecte. Et donc Paulette Bourges, voyant que nous on était un peu portés sur la chose, nous avait dit allez, on va convoquer le vieux Pépé là qui jouait l'accordéon pour le groupe folklorique, vous allez enquêter, vous allez faire. On était nus, on posait de ces questions, je vous dis pas. Ça fait peur. Le Pépé, à un moment donné, j'ai acheté un bois. On ne lui a pas demandé ni à qui, ni pourquoi, ni comment. Tu vois. Bon, c'est après. Mais on le laissait parler, ça. Le bonhomme a dit, ah, c'était un art de faire les hanches, c'était ci, c'était là. Bon, on l'a, mais on aurait pu être des meilleurs. Vas-y, si tu as. Oh non, ça y est. Et Alain Chataille, oui. Alors, Alain Chataille, lui, il s'était intéressé à la cornemuse de la Cabrette et tout ça, tu vois. Donc, il avait bûché toutes les publications CNRS là sur l'Auvergne. Il avait ses idées, etc. Et puis, il se trouve que, grâce à lui, si vous voulez, quand on a fait les premières enquêtes, voilà, il m'a expliqué la méthodologie et c'est avec lui que j'ai travaillé. Peut-être préciser le nom de l'association que vous avez montée. Vous avez parlé d'une association. Oui, on a créé une association. Alors, nous, on l'avait appelée Etsu. Voilà, donc, le nom de l'association. Statut en 83, 84. Ça a duré 3 ans. 3 ou 4 ans. Jusqu'en 86, je crois. Et Etsu, ça s'écrit comment? ETH. Un peu plus loin, en Suède. Et le choix de ce... Ah oui.
Alors on ne savait pas comment elle s'appelait. Alors comme on était un peu les troublions à l'époque, là, parce que quand j'ai quitté le groupe folklorique, alors la gauche, la droite, il y avait les batailles politiques, on disait allez, ils montent un groupe dissident, etc. Alors il y a tout ce jeu, quoi. Et alors nous, on voulait s'appeler le carré tout d'un diable ou un truc comme ça. Après, on avait repéré que les vieux, alors quand ils faisaient les veillées, les vieux, il y avait ceux qui dansaient, il y avait ceux qui chantaient, là. Et puis il y avait tous les anciens qui assistaient à la veillée. Alors, qui disaient du mal de l'autre ou du bien, ils étaient assis sur la huche à pain. Et alors, ceux qui faisaient les commentaires, on disait les de la huche, ceux de la huche. Alors nous, on disait, on va mettre ce nom. Bon, et finalement, après, dans la collecte, ce qu'il y a eu d'important, au début, on cherchait les musiciens, tout ça, les gens, ils chantaient. Voilà. Et donc, Etsoun ou Etsoun, je sais pas. non, Etsoun, le son, faire le son, ça vient du chanteur, ça vient de chanter. Ça aurait pu être Etsoun. Oui. Le Etsoun, c'est aussi un peu dans le Hobby-Ross, et surtout dans le bas du Val d'Aran, le nom d'une danse. Et moi, je ne suis pas d'accord. À Canéjan, il y a pour la Saint-Jean, il y a Etsoun des Canéjan, et à l'Est, il y a aussi le Etsoun des l'Est, qui est la danse qui s'identifie vraiment avec un village parce qu'elles sont des variantes. Donc dans les Quaterox, c'est-à-dire les 4 villages du bas du Val d'Aran, Etsoun, c'est une forme de danse. Comme on dit boulet, comme on dit des choses comme ça. Allez, on verra après.